Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dédié aux projets crypto-monnaies, NFT et Web3 de manière générale. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous et de re-avoir avec nous Monsieur Rabbit. Comment ça va? Salut, salut. Bah écoute, ça va super bien. Effectivement, j'étais déjà venu une fois dans ton émission il y a genre, je crois, 8 mois, quasiment un an. C'est Donc ça? depuis, il s'est écoulé de l'eau sous les ponts. Il s'est passé pas mal de choses. Donc très content de revenir et hâte de voir un peu les différentes questions que tu peux avoir. Ben ouais, ben écoute, plaisir partagé. C'est vrai qu'on s'était vu il y a, oui, ça va faire pratiquement un an. L'état du marché était totalement différent. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, pour faire en gros, hein, tu es créateur de contenu, tu es investisseur dans le Web3 et majoritairement, en tout cas sur la partie NFT. Est-ce que très rapidement, pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode ou qui ne te connaissent peut-être pas encore sur YouTube et sur les réseaux, est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu ce que tu fais? Bien sûr. Alors, moi, je suis. Alors, de base, maintenant, je suis un média. On va dire ça comme ça. Je suis un média quotidien sur les NFT et le blockchain gaming. Donc, tous les jours, je fais des vidéos sur YouTube avec le meilleur des news, en tout cas ce que je peux. Parce que bah, il y a plein de news de partout et des fois, ce qui m'intéresse, moi, intéresse pas forcément tout le monde. Mais voilà, il y a pléthore d'informations, il y a plein d'écosystèmes. Et je trouve que bah, quasiment personne ne le fait. Donc, c'est devenu mon truc principal. Et je me sers de ça après pour effectivement aussi investir de mon côté. Mais on va dire que je suis créateur de contenu, même si, bah, tu l'as dit tout à l'heure un petit peu en intro, la période qu'on a vécue cette dernière année était un petit peu compliquée. Donc au final, je ne vais pas forcément sur ce côté création de contenu, mais plus du côté investisseur. Effectivement, mon domaine, dans tous les cas, c'est les NFT. Et après, bah, en plus de mon contenu, de ce que je fais, effectivement, ça m'arrive d'investir, de faire de l'achat-revente. Alors je ne me considère pas comme un trader, mais du coup, voilà, là, ça fait 2 ans en fait que je vis exclusivement du Web3 entre ce côté du coup création de contenu, des fois partenariat, ce genre de choses, et le côté investisseur, j'ai un peu la double casquette. Et c'est comme ça que qu'en gros j'évolue dans ce marché. Voilà, après je suis aussi sur Twitter, sur Twitch, je fais d'autres choses à côté, j'ai ma communauté aussi sur Discord, je fais pas mal de choses. Mais mon truc principal, c'est vraiment YouTube, les quotidiennes et les investissements perso en fait. Où finalement, je me sers de mes infos que je diffuse dans les vidéos pour faire aussi mes propres investissements. Voilà. Mais c'est pas des vidéos en mode acheter ci, acheter ça va exploser aussi ou ça. C'est plus voilà, il s'est passé ça et ça. Renseignez-vous dessus. Moi, je le fais aussi de mon côté. Et puis voilà, truc média un peu neutre entre guillemets quoi. Ouais, c'est Voilà, ça. ça fait plus de 3 ans que je suis dans l'écosystème NFT et 2 ans que je suis à plein temps en fait dans ce mode de fonctionnement en Ok. double casquette. Bon, mais super, super intéressant. Et comme tu l'as dit, par rapport à notre dernière rencontre, l'état du marché a bien changé. Il y a 8 mois, on était en plein bear market, c'était un peu monotone. Je pense que tu nous diras aussi, mais ça a peut-être eu un impact sur plus sur les parties collection NFT. Là, il y a beaucoup d'événements qui arrivent. Bon, il y a eu la validation des ETF Bitcoin, il y a le halving en préparation d'ici quelques mois. Euh, Toi, aujourd'hui, du coup, dans ton quotidien, que ce soit dans la création de contenu ou sur ta partie peut-être casquette plus investisseur ou aller diguer des projets, qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça change finalement dans ton quotidien? Est-ce que tu vois des nouvelles opportunités qui arrivent? Est-ce qu'il y en a plus, moins? Qu'est-ce qui a changé entre maintenant et il y a 8 mois, on va dire? C'est une question intéressante qu'on ne me pose pas souvent. Alors, je dirais deux choses qui sont contradictoires. C'est que d'une part, rien n'a changé, et d'autre part, en fait, tout a changé. Pourquoi je dis que rien n'a changé? C'est qu'en fait, bah, comme je disais, moi, je fais des news tous les jours, et en général, je trouve, allez, je sais pas, une centaine de news. Et en fait, ça, c'est le cas depuis que j'ai commencé il y a 2 ans, sans interruption. Tous les jours, il y a plein de news de partout. Donc forcément, peu importe la période, il y a toujours des opportunités. Après, c'est juste que là, la période étant plus fast, même si on est sur un petit retracement, tout ça, mais je veux dire, il y a quand même plus d'engouement pour les crypto-monnaies. Ça reste encore très early, mais du coup, qui dit aussi engouement, dit aussi nouveaux projets. Et donc, forcément, plus il y a de projets, plus il y a aussi d'opportunités. Mais les opportunités, en fait, elles n'ont pas disparu en bear market. D'ailleurs, moi, comme je disais, en fait, en bear market, forcément, je fais moins de vues, par exemple, sur mes différents médias. Donc, le côté partenariat, en fait, qui me permet de vivre, il est moins présent. Donc, si j'ai réussi, en fait, à vivre, sachant que je suis pas un trader pro, hein, je suis un peu un random, j'achète des trucs à peu près que je trouve safe. Hein, tu vois, c'est pas des trucs de DGen tous les jours que je fais avec des leviers, je sais pas quoi, qu'on va pouvoir dans la crypto. Donc, si j'ai réussi, entre guillemets, à pouvoir vivre d'investissement en fait pendant plus d'un an comme ça, c'est qu'il y a forcément des moyens de le faire en fait. Donc pour moi en fait ça change pas ma vie de tous les jours. Juste bah, il y a plus d'opportunités, mais il y a aussi plus de façons de se faire avoir parce que si des mauvais acteurs qui arrivent sur le marché.
Donc c'est un peu différent dans ce sens-là, mais c'est pas différent dans le fond. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu Ouais, vois. tout à fait. Et Euh, cet avis-là, il est super intéressant parce qu'on a l'impression, enfin en tout cas moi c'est l'impression que j'ai eue et les retours que j'ai pu avoir sur ma communauté, c'est qu'en bear market, il y a moins d'opportunités ou moins de news. Et donc c'est intéressant de savoir qu'en fait, d'après toi, non, c'est pas le cas. Il y avait autant de news peut-être qu'aujourd'hui, il y avait autant d'opportunités. C'est juste qu'elles ont peut-être un peu moins de visibilité. Donc on a l'impression que c'est beaucoup plus ennuyant, entre guillemets, par rapport à aujourd'hui. Et Oui, c'est ça, donc ça hein. c'est En cool. fait, c'est surtout aussi que le côté réseaux sociaux amplifie tout. Donc Hmm. forcément, bah, comment dire, dès qu'un projet explose, que ce soit un bon projet ou un mauvais projet, peu importe, hein, mais du coup les gens en parlent de partout. Et donc forcément, plus il y a de projets, plus il y a de possibilités pour que bah, ça floude en fait tout ce qui est réseaux sociaux, notamment aussi Twitter. Mais ça n'a jamais disparu, ça a toujours été là. La seule chose, c'est que moi, le changement majeur en fait, que j'ai observé, c'est surtout qu'avant, en fait, on pouvait se contenter, entre guillemets, d'être, par exemple, que sur Ethereum, et ça allait très bien. Et il fallait peut-être fournir moins de travail pour qu'une collection NFT marche, par exemple. Alors que maintenant, du coup, c'est plus, le marché est tellement dilué, il y a plein d'écosystèmes différents, notamment sur tout ce qui est Bitcoin, tout ce qui est ordinal, dont les gens en Oui. général ont entendu parler. Mais pas que, hein, il y a des NFT maintenant de partout, vraiment, il y a des écosystèmes de partout, en testnet, en mainnet, peu importe. Et donc, c'est tellement dilué que il y a peut-être une espèce de spécification à avoir par rapport à l'écosystème comment dire, qui nous convient le mieux. Parce que c'est impossible en fait d'être de partout. Avant, on pouvait juste être sur Ethereum. Maintenant, être sur D-Layer 2, D-Layer 1 de partout, enfin, c'est impossible en fait. Même Ouais. moi, c'est mon métier, en fait, je suis pas partout, il y a plein de trucs que je loupe. Et, Donc, et, il y a peut-être cette tendance vraiment à la dilution et que c'est vraiment partout. Et maintenant, si vraiment on veut, comment dire, mesurer l'étendue du marché NFT, on peut pas se contenter que d'Ethereum. Donc, il y a un hmm. peu ce côté-là. C'est peut-être la différence majeure. Mais sinon, en soi, le reste, comme je disais, ça change pas sur vraiment le fond, quoi. Ok, donc ouais, plus de concurrence, peut-être voilà une dilution des projets entre les différentes blockchains, les différents protocoles. Je pense aussi peut-être que la communauté et enfin les personnes qui s'y intéressent sont peut-être un peu mieux formées ou ont un peu plus de sensibilisation par rapport peut-être à l'époque 2021 et tout ça où des fois on avait des projets vraiment de mauvaise qualité, mais comme c'était un peu la hype, fallait y aller et puis on pouvait quand même générer des profits. Tu m'as parlé du coup de ce côté de se spécialiser que j'aime beaucoup. Je pense que ça devient aussi important, même s'il faut rester ouvert sur ce qui se passe à côté, parce que ben, peut-être que les blue chips ou les gros projets d'aujourd'hui ne seront pas ceux de demain. Toi, est-ce que tu as un peu une blockchain de prédilection en termes de NFT? C'est vrai qu'on a, t'as parlé t'as évoqué les ordinals sur Bitcoin, on dit que ça peut avoir un potentiel énorme. Est-ce que toi, tu as un peu voilà, une blockchain que tu apprécies et pour quelles raisons? Ouais, bah moi ça reste Ethereum, hein. Pour moi, Ethereum, c'est vraiment le géant en termes de NFT. Le truc, c'est que c'est un peu ce débat, j'allais dire, c'est un peu pareil en fait en crypto-monnaie, hein, finalement. T'as le géant Bitcoin, et puis t'as Ethereum qui est derrière où tu builds de plus de choses, et après t'as tout le reste. Bah, je trouve que en NFT, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Sauf que bah, vu que c'était pas possible de builder avant, vraiment, enfin, c'était possible, mais c'était un peu différent sur Bitcoin, bah, c'était tout sur Ethereum. Et du coup, il y a un peu Ethereum et le reste. Et du coup, je dirais quand même Ethereum, les ordinaux, du coup, sur Bitcoin et le reste. Ok. Pour moi, tout le reste, je le mets un peu sur le même plan. Et de la même manière que n'importe quelle crypto peut disparaître, en fait, bah, je me dis que Ethereum, pour le coup, je suis à peu près certain que ça va pas disparaître. En tout cas, c'est moi ce que je me dis. Et donc, je préfère tabler sur des projets NFT qui sont sur cette blockchain-ci, sachant que, en général, je rebondis juste sur ce que tu as dit avant. Ouais. C'est vrai que les gens sont plus éduqués. Là, on a beau dire qu'on est early, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore tous les nouveaux retails qui sont arrivés. Et donc, effectivement, les trois quarts des gens qui sont présents dans le marché actuellement, c'est des gens qui étaient aussi présents avant. Sinon, d'ailleurs, ceux qui viennent d'arriver, ils sont peut-être déjà repartis là, avec justement les récentes chutes post-ETF. Mais du coup, c'est vrai que les gens sont plus éduqués, s'attendent à des projets plus quali et sont aussi capables d'aller sur d'autres écosystèmes. Mais dans tous les cas, comment dire, il faut une sorte de technicité pour aller sur d'autres écosystèmes. Pas tout le monde est capable d'aller sur. En ce moment, on parle beaucoup de la Bear Chain. Pas tout le monde est capable d'aller dessus pour faire ses trucs, pour farmer, après minter son NFT, essayer d'avoir un airdrop, etc. Enfin, il y a quand même des choses qui sont pas trop mainstream.
Alors que sur Ethereum, finalement, si on se dit, OK, j'ai entendu parler, on va prendre l'exemple des Bored Ape, j'en ai un accroché derrière moi, les fameux singes NFT que tout le monde connaît, ils sont toujours là, malgré une grosse période compliquée, plein de chutes, etc. Ça coûte quand même 25 Ethers, donc c'est quand même une sacrée somme. Et donc, il y a de grosses chances qu'ils soient encore là au top du prochain bull run, et donc qu'ils augmentent. Enfin, c'est pas un conseil d'investissement, mais je veux dire, c'est une logique basique. Si un projet qui est là depuis un certain temps continue à faire des choses, c'est un projet de confiance et qu'il sera encore là au prochain bull, a priori, en bull tout augmente, donc il devrait augmenter. Et c'est vrai que ce constat-là, en fait, on peut le faire sur plein de choses, plein de projets NFT, sur Ethereum, justement parce que c'est peut-être la seule blockchain NFT où on a un petit peu de recul. Sachant que si on prend un point de vue plus macro, en vrai, on a zéro recul sur rien du tout, parce que tout est très récent, en fait. Oui. Quelques années, en fait, sur des projets, si on fait un parallèle avec des startups, c'est que dalle. Mmh. Mais Ethereum, parmi ce que dalle, en fait, c'est la blockchain qui a le plus de recul côté NFT. Donc pour moi, c'est la plus sécuritaire, et je vois plein de projets que j'aime beaucoup, où je me dis un peu à l'instar des Bored Ape, qui seront encore là au prochain bull, enfin, bull run qui va arriver, ou si on est déjà dedans, mais en tout cas, voilà, plus vers le top. Et donc, qui seront des projets, on va dire, sur lesquels on pourra avoir un joli retour sur investissement, qui vont continuer à build, à faire des choses. Alors que tout le reste, il y aura forcément des pépites à l'intérieur, mais c'est toujours pareil, hein, c'est 9 projets sur 10 qui meurent. Donc oui, il y en aura qui vont exploser. Oui, peut-être que j'ai passé à côté, mais je vais aussi passer à côté des 9 projets qui vont mourir. Mmh. Donc moi, je suis quand même sur plein d'écosystèmes. Je suis pas que sur Ethereum. J'aime aussi beaucoup Solana, parce que pour moi, c'est un peu le deuxième, tu vois, l'éternel deuxième. Je suis un peu aussi sur Multivers X, enfin, en fait, je suis sur, je sais pas, j'ai des NFT sur une dizaine d'écosystèmes, mais 80% c'est sur Ethereum, quoi. OK. Et pour le coup, par exemple, là, sur l'année qui était un peu compliquée, où j'ai moins pu vivre des partenariats, l'essentiel de l'argent que j'ai fait, en fait, pour vivre, c'était sur Solana. C'était pas sur Ethereum, bizarrement, tu vois. Donc, OK. je suis aussi capable de m'adapter suivant ce qui se passe. Mmh. Et là, par exemple, tu sais, dans les NFT, j'avais fait une vidéo là-dessus qui s'appelle les 4 piliers NFT. Le truc le plus important, en fait, il y a deux choses très importantes dans les NFT. C'est pas le fond du projet, c'est pas qu'est-ce que tu vas faire, c'est pas le jeu qui sort ou quoi que ce soit. Il y a deux choses importantes. C'est la première, c'est la commu. Et la commu, je la relie au marketing. Parce qu'en fait, Oui. le marketing, c'est juste avoir plus de commu, diffuser, permettre aux gens je sais pas, de partager des mèmes ou peu importe sur le projet. On va dire la commu, les réseaux sociaux, tout ça, c'est un peu lié. Et la seconde chose qui est très importante, en fait, c'est la tendance, c'est la hype du moment. Et par exemple, bah, on parlait de Solana. Actuellement, du coup, beaucoup de gens parlent du téléphone Solana. Il y a eu plein de airdrops donnés du coup aux possesseurs de ce téléphone-ci, notamment côté NFT. Et là, moi j'ai le téléphone Solana, et ça fait une semaine que tous les jours, en fait, je reçois des NFT. Et tu vois, bah, certains je vends, d'autres je garde, etc. Mais du coup, c'est une tendance, et il y a plein de projets qui surfent là-dessus. Il y a aussi une grosse tendance côté NFT gaming qui promettent un token avec un phénomène de play to airdrop. Enfin, il y a plein de tendances comme ça. Et pour moi, c'est vraiment la deuxième chose la plus importante à respecter, c'est entre guillemets suivre cette tendance. Et la tendance, elle est changeante. On ne connaît pas celle qui sera là demain. Et par contre, il y a tout le temps un truc qui explose. Dernièrement, c'était aussi des ordinals. Là, c'est un peu calmé, mais il y a tout le temps un truc. Et du coup, ce qui fait que si tu arrives à identifier cette tendance, alors peut-être tu vas louper les premiers projets qui sont dessus. Il faudra éviter les derniers qui vont arriver dessus aussi également. Mais ceux qui arrivent juste après les projets qui ont très bien marché, par exemple, ça a été le cas avec, bah là, je prenais l'exemple des NFT sur Solana Mobile. Il y a un NFT qui a très très bien marché. C'était un NFT gratuit qui s'appelle Saga Monkeys, qui est Oui. genre à 14 sols pour un NFT gratuit. C'est quand même assez fou. Et du coup, le second qui a fait ça a bien marché aussi. Bon, c'était genre 0,80 sols, des choses comme ça, tu vois. Et ça reste du 50, 100 dollars par-ci par-là. Et du coup, si tu arrives à chaque fois à surfer en fait sur les différentes tendances, tu peux trouver des projets qui sont entre guillemets moins risqués que d'habitude, sachant que dans tous les cas tout est risqué, mais c'est moins risqué que d'habitude. Et tu peux du coup capitaliser là-dessus. Mmh. Et moi, du coup, c'est ce que j'ai identifié pendant l'année qui est passée, notamment sur Solana. Il y a pas mal de narratifs très intéressants, et du coup, c'est là-dessus que j'ai tablé. Et dernièrement, par exemple, j'ai fait pas mal d'investissements sur tout ce qui est projet justement NFT gaming qui promettent un token, parce que la narrative était assez longue, la tendance était assez longue, et qu'elle marche bien, et qu'elle marche toujours aussi bien d'ailleurs. Et donc voilà, c'est pour ça aussi, ça rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait que même en bear market, il y a quand même des opportunités. Il y en a tous les jours, ça je le maintiens, parce que justement, il y a des tendances en fait tout le temps, quoi. C'est juste que peut-être que voilà, demain, ce sera pas Ordinal, ce sera pas sur Solana, ce sera, bah, je sais pas, l'NFT sur Avax, un nouveau truc qui sort, j'en sais rien.
Mmh. Tu vois, c'est C'est voilà. ça, c'est qu'en fait, il y a 2 aspects. Il y a un peu un côté court terme où, Mmh. tu vas aller, voir un peu les tendances, tu vas aller surfer dessus pour essayer de générer de la rentabilité assez vite. Et puis après, tu as les blue chips comme les Bored Ape et cetera, où là, on mise peut-être plus sur du long terme, sur des projets qui ont une certaine notoriété et qui a priori, devaient les garder. Et j'aime bien encore une fois ce côté spécialisation, c'est-à-dire que toi, par exemple, tu es sur une dizaine d'écosystèmes parce que tu es plein temps dessus, mais peut-être pour la grande majorité des personnes qui nous écoutent, ils ont pas, ils ont peut-être 1 heure max par jour à y consacrer. Et donc là, il faut aller sur des blockchains ou qui nous intéressent, où on est déjà peut-être un peu familiarisé avec les wallets, les fonctionnements des mints et tout ça. Moi, par exemple, j'aime beaucoup aussi Solana. Je suis un détenteur du Sagaphone. J'avais fait une vidéo récemment dessus, et c'est vrai que ça régale, hein. Là, on est clairement sur une tendance quand on sait que c'est un téléphone qui avait bidé complètement Mmh. quelques mois en avant, et il a suffi de quelques tweets pour que la tendance s'inverse. Donc c'est vrai qu'il faut aller là-dessus. Et pour poursuivre un peu, alors forcément je vais titiller sur le côté un peu NFT. Est-ce que t'as pas peur que, même si personne n'a de boule de cristal, que les NFT perdent un peu en vitesse, même en bull run, hein, pourquoi pas, pour des blue chips comme les Bored Ape. On peut imaginer que demain il y a des applications de NFT. Alors j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais qu'on aurait des nouveaux types de NFT, des nouvelles fonctionnalités ou utilités auxquelles on n'aurait pas pensé, et qui viendraient rendre un peu ces anciennes collections, voire voilà, même des grosses collections comme les Bored Ape, un petit peu obsolètes, ou qu'il y ait des grosses boîtes qui commencent à s'y intéresser et qui arrivent avec un budget beaucoup plus conséquent et qui vont un peu rafler la mise. Et puis même d'un point de vue investissement, on l'a vu, hein, en bear, ça a peut-être un peu plus morflé que les cryptos. Peut-être parce qu'il y a aussi ce côté liquide, moins liquide. C'est-à-dire que quand tu as un NFT, ben voilà, t'as ton image, tu as ta propriété, et il faut que tu aies toujours une certaine demande, suivre les marketplaces pour essayer de vendre à quelqu'un d'autre ton image. Enfin, on se comprend, hein, c'est pas que des JPEG, et Ouais. heureusement. Alors que sur les crypto-monnaies typiques, alors Bitcoin, Ethereum ou même des d'autres tokens, des mêmes coins, tu pourras toujours très rapidement, en quelques clics, vendre une certaine pourcent de ton bag. Est-ce que voilà, t'as pas peur que, je sais pas, il y a un peu un retournement ou une révolution au niveau des NFT qui font que toutes les collections qu'on a connues, même les plus grosses, soient mises en difficulté? Alors, c'est une grosse question. J'ai noté 5 choses dans ma tête. J'espère que je vais les restituer. En fait, la première chose, c'est que déjà, les NFT, c'est pas un truc spéculatif à la base. C'est juste une technologie. Donc, en gros, un NFT, c'est quoi? C'est une data sur la blockchain. Donc, un truc unique avec un seul propriétaire. Voilà, on connaît tous la définition. Mais c'est pas forcément spéculatif. On a des NFT qui sont pas échangeables. On a des NFT qui sont voués à valeur zéro. Des NFT carte fidélité. Bref, il y a plein d'usages aux NFT. Nous, effectivement, on est un peu dans un monde de degen et on parle beaucoup de spéculation. Moi, dans mes vidéos, des fois, je parle de projets NFT qui vont rien apporter, mais qui ont un attrait, un aspect intéressant côté technologique. Donc, déjà, sur la question, on va dire peut-être plus générale, sous-jacente, en mode est-ce que les NFT vont mourir ou est-ce qu'ils seront encore là au prochain bull run ou dans 10 ans. Moi, je suis convaincu qu'ils seront toujours là, en fait. De même que la blockchain sera toujours là ou les cryptos. On ne sait pas quelles cryptos ou quels NFT seront encore là, mais la technologie, elle, pour moi, elle va rester parce que c'est un truc d'avenir et qui améliore quasiment tous les domaines qu'on peut connaître, en fait. Pour l'instant, je pose souvent cette question aux gens et j'ai pas trouvé quelqu'un qui puisse me dire, en fait, dans quel domaine les NFT ne pourraient pas améliorer un aspect de ce domaine. Et je parle de domaine IRL, hein. Même Ouais. à la campagne, des trucs et tout, on peut trouver plein d'exemples. Donc, dans tous les cas, pour moi, les NFT, c'est l'avenir. Après, effectivement, pour rebondir sur la seconde chose, on parlait de NFT, on va dire PFP, donc image de profil. Par exemple, les Bored Ape, qui du coup sont, pour, on va dire, vulgarisés, sont juste des œuvres d'art, qu'on n'aime pas. Après, ça, c'est libre à chacun. Et qui, en général, donnent accès à un club VIP avec plus ou moins d'avantages. C'est un peu ça l'idée, quoi. En l'occurrence, pour moi, les Bored Apes, c'est juste un marqueur de richesse, une appartenance à un club, comme par exemple, je sais pas, tu aurais ta Rolex, tu t'affiches parce que voilà, c'est un marqueur de richesse. Là, pour beaucoup, la vie des gens se passe sur les réseaux, parce que bah, le monde évolue et que que c'est comment dire, que c'est un aspect omniprésent de notre vie. Donc, pour moi, manifester un signe de richesse, une appartenance à un club un peu VIP, un peu l'élite, pour moi, c'est cohérent. Donc, le Bored Ape a sa place. Par contre, effectivement, ce sera peut-être jamais un NFT utilitaire. Et peut-être que demain, la hype, la tendance, comme on disait, sera sur les NFT utilitaires. Ça, on ne peut pas savoir, quoi.
Mais dans tous les cas, cette espèce de classification qu'a eu les NFT Bored Ape ou d'autres de ce style, elle ne changera pas. Ils étaient là aussi avant. Et donc, moi, je me dis que il y a des chances qu'ils soient toujours là, même dans 10 ans. Mmh. Alors, Bored Ape, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Peut-être qu'on aurait pu parler des CryptoPunks, qui sont encore plus OG, encore plus anciens, et qui ont justement réussi, en fait, je vais dire, à transgresser le milieu dans lequel on nous a foutu au tout début. À savoir, maintenant, les CryptoPunks, en fait, c'est plus genre des œuvres d'art un peu intemporelles, qui se trouvent dans différents musées d'ailleurs dans le monde. Et c'est un truc vraiment à part. Alors que, et pour moi, par exemple, les CryptoPunks, il y a très peu de chances qu'ils aillent à zéro. Pour moi, c'est le NFT le plus safe, même si bien sûr ils sont tous risqués. Alors que les Bored Ape, vu qu'ils sont liés à une certaine utilité, notamment là, ils ont fait un gros focus en fait sur le gaming avec leur métaverse qui s'appelle Otherside. Si vraiment ils délivrent que de la merde, ça pourrait s'écrouler éventuellement. Mmh. Et d'ailleurs, je raconte pas le bain de sang si les board apes s'écroulent parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Et justement, pour rebondir aussi sur cet argent, donc juste pour finir, après sinon je vais m'embrouiller. Donc pour moi, du coup, les NFT, PFP, images de profil, ce sera peut-être pas la tendance de demain, mais les premiers qui sont là, pour moi, ils seront encore là plus tard, Assez safe, ouais. du moment qu'ils ont encore enfin qu'ils ont continué à build, à pas décevoir, à fournir des choses, même si c'est peut-être moins qu'avant, quoi. Parce que, bah, comme on disait, en fait, le marché se dilue, l'argent tombe pas du ciel non plus, donc au bout d'un moment, si tout l'argent n'est pas sur Ethereum et sur un certain type de NFT, bah, il sera sur plein de types de NFT et sur plein d'écosystèmes, mais il n'y aura pas non plus une infinité d'argent en fait de partout. Les liquidités, il faut bien les trouver, quoi. Et souvent, en fait, dans le monde du Web3, c'est des vases communicants, ça commence par le Bitcoin, puis après Ethereum, les altcoins, etc. Et en fait, les NFT, ils sont vraiment en tout bout de course. Donc c'est pour ça qu'ils sont un peu décalés. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant aussi, parce que du coup, c'est beaucoup plus prévisible que certaines cryptos pour prévoir en fait certains cycles. Parce qu'en gros, si Bitcoin demain il part, je sais pas, à 100 000 et que les NFT n'ont pas bougé, il y a de fortes chances qu'ils vont bouger, mais en décalé. Du coup, il faut identifier quelles collections vont bouger, mais je veux dire, on peut avoir un petit coup d'avance qui n'est pas forcément possible en fait sur certaines cryptos. Ça, c'était pour le petit truc. OK. Mais du coup, pour rebondir du coup sur le côté argent, comme je disais, parce que tu parlais de NFT liquide, on peut très bien avoir un NFT qui coûte très cher, mais en fait, personne ne le veut, du coup, on ne le vend pas. En fait, il y a de plus en plus de protocoles qui permettent de rendre des produits liquides, enfin des NFT liquides. Déjà, par exemple, on a tout ce qui est le marché du pré-NFT. Oui. C'est, je crois, quasiment peut-être 2 milliards maintenant. Enfin, peut-être que je dis une bêtise, c'est entre 1 et 2 milliards. Mais en gros, ça permet alors deux choses. Soit du coup, on a de l'argent, par exemple, moi je le fais sur Blur. Sur Blur, tu peux trouver des 20% de rendement. C'est incroyable, quoi. Alors, c'est très risqué, il ne faut pas le faire sur toutes les collections, tout ça. Il y a toujours pareil, hein, il faut manager son risque management, mais tu prêtes de l'argent en fait à des gens qui vont mettre en gage, en collatéral leur NFT. Du coup, ils te payent un petit peu tous les jours, en gros, et jusqu'à qu'ils te remboursent. Et puis, si jamais ils te remboursent pas, bah, en fait, tu récupères leur NFT. Donc, d'où l'intérêt de pas prendre de pas miser sur n'importe quel NFT parce que bah, tu te retrouves avec un truc obscur qui sert à rien, que tu le revends et que du coup tu perds de l'argent, voilà, c'est compliqué. Et sinon, dans l'autre sens, tu peux très bien en fait, toi, vouloir de l'argent. Du coup, tu mets ton NFT en collatéral, tu récupères de l'argent, mais au final, si tu rembourses jamais, bah en fait, tu l'as vendu instantanément ton NFT. Au final, tu vois, c'est une vente un peu Oui. en deux temps entre guillemets quoi. De la même manière que, alors ça marche un peu moins maintenant, il y a moins d'offres. Mais sur Blur, qui est la marketplace NFT qui brasse le plus de volume actuellement, sur Ethereum, tu peux faire des offres et les gens peuvent vendre directement en fait leur NFT sans attendre en fait comment dire que quelqu'un, enfin comment dire, sans le proposer et attendre que quelqu'un l'achète, si tu veux. Donc ça existe. Maintenant, il y a aussi des pools comme parce qu'à la base c'est pareil sur les cryptos, hein. De toute façon, les cryptos, les NFT, c'est les deux, c'est des tokens, hein. Un qui est fongible, un qui est pas fongible. Mais pour une crypto, au tout début, en fait, il fallait proposer du coup, par exemple, un Bitcoin et attendre que quelqu'un en fait nous le demande. C'est Et ça. maintenant, en gros, il y a des pools de liquidité qui fournissent et qui font le transvasement entre les deux pour aller plus vite. Bah, ça existe aussi côté NFT. Il y a aussi des nouveaux protocoles, comme par exemple un protocole qui marche de mieux en mieux, qui s'appelle le Flooring Protocol, qui permet en fait de fractionnaliser les NFT. Et par exemple, le NFT Bored Ape, en fait, tu le découpes en genre, je sais plus combien c'est, peut-être 100 000, ou enfin c'est une grosse quantité, X tokens, on va dire 100 000 tokens, et tu peux très bien du coup, donc en gros les gens ils ont un NFT, ils vont sur la plateforme, ils échangent ce NFT contre 100 000 tokens qui correspondent à ce NFT. Le jour où ils veulent récupérer un NFT Bored Ape, ils doivent du coup donner à la plateforme 100 000 tokens. Mais en attendant, ils peuvent très bien, du coup, une fois qu'ils ont ces 100 000 tokens, vendre 10 tokens, Ouais, c'est ça, 100 tu tokens, tu 1000 vends tokens, peu importe. des Voilà, parts et de ton récupérer. actif, ouais. Et pareil aussi, les gens qui n'ont pas de NFT peuvent très bien arriver sur la plateforme et acheter pour, je sais pas, 200 tokens de Bored Ape.
Donc, ils ont un petit pourcentage de Bored Ape. Mmh. Du coup, il y a plein de manières, en fait, ça c'est juste 3 exemples, mais il y a plein de manières de rendre liquide le marché. Donc ça, c'est pas vraiment un souci. Ça bulle de plus en plus. Et le dernier truc que j'ai oublié, bah, je l'ai oublié. J'étais obligé d'oublier un truc. Ça reviendra Mais peut-être voilà, plus du coup, tard. sur l'avenir, ouais. Mais du coup, voilà, sur l'avenir, moi, je suis assez confiant, même si bien sûr, on peut pas connaître de quoi sera fait demain. Peut-être que la tendance, voilà, va changer, ce sera plus des NFT PFP ou les NFT gaming sera encore autre chose ou pas. La technologie, elle va rester. Et moi, je maintiens de dire, en fait, qu'il y aura encore des opportunités tous les jours pendant très longtemps, quoi. Mmh. Tellement on est encore early. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, et c'est super intéressant ce que tu dis, le fractionnement comme ça d'actifs, c'est ce qui est en train de se faire aussi avec les actifs réels, hein, avec l'immobilier et tout ça, où on vient fractionner avec cette tokenisation et qui permet de rendre les marchés beaucoup plus liquides. Et puis voilà, avec la blockchain très rapide, très transparent. Donc il y a pas mal d'utilités. Et le lending de NFT, enfin le système où tu le mets en gage pour recevoir des rendements, j'avais essayé sur Solana avec Citrus. Alors, bien sûr, là, ce qu'on fait, c'est pas du conseil d'investissement. On donne juste des protocoles et des choses qui peuvent être faites. Comme tu l'as dit, c'est très risqué. D'ailleurs, j'en ai fait les frais hein, sur donc Citrus, un protocole mis en place par le projet Famous Fox Federation et qui permet Mm. ça justement. Et je me disais, voilà, j'ai quelques NFT, j'ai quelques trucs. J'aimerais bien recevoir des rendements. Enfin non, j'avais des tokens, j'avais du Solana et je voulais un peu avoir des rendements là-dessus, les faire travailler. Et donc, je prêtais à des détenteurs de NFT. Et sauf que c'est tombé aussi à un moment où il y a eu une grosse volatilité, même sur des collections qui nous semblaient assez bien établies. Donc le floor price a chuté et bien sûr la personne à qui j'avais prêté une certaine quantité de sol ne les a pas rendus et a préféré me donner le NFT dont la valeur était devenue beaucoup plus faible. Donc Ouais. voilà, c'est comme tu l'as dit, il faut faire attention aux collections et attention à ce type de protocole, mais c'est une manière, pourquoi pas, de générer des rendements. Et Ouais. pour... Juste pour terminer là-dessus, Ouais, c'est aussi ce que j'ai fait cette année où j'ai eu besoin justement d'argent avec mes investissements. Moi, j'ai fait sur Sharky, mais c'est l'équivalent aussi. Et je l'ai beaucoup fait. Je l'ai fait dans les deux sens. C'est quand même ça qui est marrant. Je ok. l'ai fait aussi beaucoup à l'époque aussi avec Mad Lads et Tensor. C'est deux collections qui m'ont vraiment bien rincé, si je puis dire. Et du coup, des fois, c'est marrant de le faire même dans les deux cas, en fait. Où des Hmm. fois, toi, tu empruntes et des fois, toi, tu donnes. Mais du coup, plus il y a d'outils différents, et mieux c'est, en fait. Parce que du coup, tu peux toujours activer l'un ou l'autre, tu vois. Ouais. Donc, du coup, super intéressant. Mais par contre, effectivement, c'est toujours très risqué. Et puis, bah, faut pas oublier que dans tous les cas, c'est un jeu à somme nulle. Donc, si toi, tu gagnes de l'argent, c'est quelqu'un dans le monde en perd, et inversement. Donc, l'argent magique, ça n'existe pas, et il y a aussi beaucoup de risques, faut faire très attention quand même, quoi. Tout à C'est pas un fait. truc qui est conseillé pour les nouveaux qui rentrent dans l'écosystème, loin de là, hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et j'en profite parce que, donc, en allant un peu sur ton compte X, donc je mettrai tous les liens en description, hein, n'hésitez pas à aller checker le boulot de Monsieur Rabbit, que ce soit sur YouTube ou sur ses autres réseaux sociaux. Mais donc, un peu comme tout le monde, on a fait nos résolutions pour l'année 2024. Tu avais mis quelques points, des choses que tu voulais faire cette année. Et j'ai un peu tilté sur ton dernier point, qui était la volonté d'arriver à détenir 1 million de dollars sous la forme de NFT. Alors, du coup, ça me Ouais. semble énorme, et après, ça dépend chacun forcément des moyens et des liquidités qu'il peut injecter dedans. Et surtout, ça me paraît risqué, entre guillemets, d'avoir ces 1 million sous le format de NFT. Tu me dirais, bon, 1 million en Bitcoin ou quoi, je dirais, ok. Et du coup, quel est un peu ton plan là-dessus? Est-ce que tu as des petits conseils, une petite méthodologie pour essayer de te rapprocher au maximum de cet objectif et que des personnes qui nous écoutent pourraient peut-être s'en inspirer, alors peut-être pas sur un objectif aussi important, mais essayer un peu de faire fructifier leur portefeuille NFT, quoi. Alors, c'est intéressant comme question aussi, je m'attendais pas, donc c'est cool. Il y a plusieurs choses. La première, c'est que, tu sais, c'est pas, comment dire? C'est peut-être bizarre à dire, mais c'est pas forcément l'objectif, le plus important. Le plus important, c'est la route, comme diraient les sages, tu vois? En fait, ouais, j'ai mis une target à 1 million parce que, c'est un truc qui marque. 1 million, c'est waouh, c'est 1 million, quoi. Moi, je viens d'un milieu très pauvre, pour moi 1 million, j'arrive même pas à m'imaginer, tu vois? C'est genre le truc absolu. Après, peut-être que si un jour j'arrive à 1 million, je me dirais: «Bah, en fait, c'est pas ouf». Peut-être que je veux 2 millions, 3 millions, on en veut toujours plus, peu importe. Mais pour moi, dans ma tête, 1 million, c'est genre, c'est le truc absolu. Hmm. Et du coup, c'est un peu pareil aussi que ce que disait Saint-Exupéry, en fait, c'est que si tu veux atteindre un certain objectif, il vaut mieux viser plus loin.
parce que, bah, en fait, comme ça, tu as plus de chances quand même d'atteindre un truc entre les deux. Donc je dis 1 million, peut-être que j'atteindrai jamais 1 million, j'en sais rien, mais ça me fait une target vraiment impactante. euh, et puis, comment dire, qui est censé me pousser en fait plus loin et aussi plus dans mes retranchements et que si je me dis, bah là, je vais atteindre 100 000, par exemple, tu vois. D'ailleurs, Ouais. c'est un truc que j'ai déjà atteint. Moi, il faut savoir que je suis parti avec 10 000 balles à la base il y a 3 ans quand j'ai commencé Axie Infinity. Enfin, un peu moins de 3 ans, parce que je suis pas arrivé au bon moment parfait, mais bref. Non, je crois qu'on en a déjà parlé pendant le précédent podcast. Tout Les à gens fait. pourront aller voir si, s'ils le souhaitent. Mais en gros, voilà, je suis parti avec pas beaucoup d'argent. Et au final, là, ça a dépassé un peu toutes mes espérances. Et d'ailleurs, j'ai jamais gagné autant d'argent que pendant l'année de bear market. Ce qui n'a pas de sens en soi, tu vois. C'est Et clair. pourtant, voilà. Et d'ailleurs, j'en rigolais aussi avec les gens de mon Discord avant-hier ou hier, je sais plus, où justement j'ai dit que mon wallet, en fait, mon portefeuille NFT, avait atteint son ATH, entre guillemets, genre hier ou avant-hier. Donc, OK. du coup, pour moi, je vais atteindre les 1 million. Moi, je me dis que c'est possible. Même si j'y arrive pas, en fait, c'est pas grave, parce qu'au moins, ça m'a poussé à vouloir y arriver. Et évidemment que, j'ai n'importe quoi, mais que ton patrimoine soit 1 million, 100 euros ou 10 000 balles, si tu mets tout en NFT, c'est que tu es un digène complet, quoi, tu vois, parce que c'est un des domaines les plus risqués du Web3. Et oui. Tout est risqué à part peut-être Bitcoin, voire Ethereum. Mettre sur Solana, c'est très risqué aussi, sur la crypto. Alors sur les NFT, qui est un bout de course, comme je disais, il peut se passer des dingueries tout le temps. Enfin, voilà, faut vraiment être indigène. Le truc, c'est que moi, comment dire, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'être spécialisé quelque part, en fait, je pense qu'il faut vraiment trouver ce qu'on appelle son edge, c'est-à-dire le domaine en fait où toi tu seras bon. Ce sera pas forcément le même domaine que ton pote ou que quelqu'un avec qui tu traînes tous les jours, peu importe. Peut-être qu'il y en a, c'est la DeFi, d'autres, c'est le trading. Tu sais, on dit que 9 personnes sur 10 perdent de l'argent en trading, mais il y en a quand même 1 sur 10 qui arrive. Donc peut-être que pour ce 1 sur 10, son edge, c'est le trading. Peut-être que pour les 9 autres sur 10, il y en a un autre, ce sera la DeFi, un autre, ce sera les NFT. Et en fait, il y a plein de domaines. Un autre sera les airdrops. Il y a des gens qui arrivent à gagner leur vie avec juste les airdrops. C'est assez fou quand même ce monde dans lequel on vit. Donc il y a plein de domaines différents. Il faut trouver du coup son edge, là où on est bon. Moi, là où je suis bon et où j'arrive à gagner ma vie depuis 2 ans en fait à plein temps, c'est les NFT. Donc du coup, que moi j'investisse ou que j'ai 1 million de dollars, comme on disait tout à l'heure, en NFT, ce sera pas la même chose que si toi ou n'importe qui d'autre, en fait, on est tous différents, a aussi 1 million de dollars en NFT. Donc c'est un peu différent, surtout que d'ailleurs ça me fait penser à mon 5e point que j'ai oublié tout à l'heure par rapport au NFT Bored Ape et qui va rejoindre ce point-ci aussi, Allez. c'est que maintenant on a aussi des NFT qui ont un certain retour sur investissement de manière passive. Par exemple, c'est le cas des Bored Ape. Les Bored Ape, que ce soit un mutant, la seconde collection qui est beaucoup moins chère, à 4-5 ETH, ou alors ceci, en fait, on peut s'en servir pour avoir des très gros rendements sur le token ApeCoin, par exemple. Et il y a plusieurs NFT qui apportent aussi quelque chose. Et donc, même si du coup la valeur totale de ton portefeuille est très élevée et que tu les vends pas, bah, si finalement tu récupères de l'argent ailleurs par le fait de holder ces NFT, ça compte aussi si tu veux. Par exemple, je prendrais l'exemple d'une collection NFT que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Mocaverse, qui est la collection NFT image de profil d'un fonds d'investissement hongkongais qui s'appelle Animoca Brands, auquel je crois beaucoup, parce que pour moi la narrative en fait gaming du côté asiatique va être dominante au prochain bull. Après ça c'est dans ma tête. Donc voilà, donc j'y crois peu importe. En tout cas eux, du coup, je garde leur NFT. Ils ont beaucoup de valeur dans mon portefeuille. Pourtant, je ne les vends pas en fait. Donc, je m'en fous de la valeur en soi. Par contre, ce qui me redonne à côté, en giveaway, en whitelist, en peu importe, enfin, ça rapporte beaucoup d'argent aussi. Et du coup, bah, comment dire, ça se désolidarise en fait de la valeur du portefeuille. Mmh. Sous-entendu, si j'avais 1 million, si genre mon portefeuille maintenant, genre il équivalait à 1 million d'euros, si tu veux, en fait, même sans le vendre pour 1 million, il me rapporterait pas mal d'argent aussi, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est Du ça, coup, c'est c'est que pas juste holder des NFT sans rien faire. Il y a ce côté-là quand même aussi où tu peux récupérer des trucs.
Mmh. C'est ça, c'est que C'est quand c'est on est «novice» entre guillemets, peut-être on commence comme ça, c'est-à-dire qu'on essaye d'investir dans des collections et après on les garde un peu de manière passive dans son portefeuille et on revend éventuellement si on sent qu'il y a une plus-value intéressante et il faut savoir aussi prendre ses profits là-dessus. Et après il y a une deuxième phase, où là tu peux effectivement te spécialiser, c'est ce que tu fais, où, tu vas essayer de les faire travailler, que ça te donne des avantages sur d'autres collections, que voilà, tu aies des giveaways, des airdrops ou alors ce qu'on disait précédemment sur les mécanismes où tu peux les mettre en gage, où tu peux les stacker, recevoir des tokens. Et donc là, c'est vrai que, mine de rien, ben, c'est aussi une manière de gagner de l'argent, même si on n'a pas vendu à proprement parler ces NFT et qu'on n'a pas cet argent ben, dans la poche. Et, ouais, et ça me fait penser, oui, par exemple, même ça peut être enfin, on n'y pense pas forcément, mais tu vois, je pense au Shredded Ape Gym Club sur Solana, donc collection de singes, bon, inspiré aussi des Bored Ape, ouais. très musclés, qui te donnent pas forcément d'avantages financiers. Tu vois que la collection, elle stagne hein, autour de un sol, un et demi, ça dépend un peu des fois. Et eux, en fait, la proposition de valeur, c'est t'accèdes à un groupe d'échanges autour de la musculation, de la nutrition. Donc même des fois, tu as des coachs et tout qui te donnent un niveau de conseil qui est assez hallucinant pour du gratuit, même s'il faut être holder de ce NFT pour pouvoir en bénéficier. Et à côté de ça, ils ont aussi une marketplace où ils vendent des compléments alimentaires, où ils vendent des programmes de sport avec une application mobile. Et tu as des réductions assez intéressantes si tu es détenteur de ces NFT-là. Donc un mec, par exemple, qui est sportif, qui fait de la muscu, qui a besoin de compléments alimentaires à l'année, ben, rien que de se faire un moins 40% sur des compléments sur un an, ben, c'est un peu une manière aussi de gagner de l'argent, même si on n'a pas forcément pris de bénéfices sur son NFT. Donc c'est vrai qu'il faut regarder aussi les utilités, le côté communautaire et qu'est-ce qu'on peut en tirer du fait d'en être juste le détenteur. Tout à fait. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est de la même manière qu'on peut holder une crypto, sur, je sais pas, sur son MetaMask et puis ne rien en faire. On peut aussi peut-être du coup la faire travailler, la stacker, faire des choses avec, mettre dans des pools de liquidité. Enfin bref, il y a plein de façons de faire différentes et donc faut pas forcément voir, 1 000 000 de NFT ou peu importe la somme, en mode juste, j'ai des images, qui valent cher et je les garde et du coup c'est très volatile, très spéculatif. Dans tous les cas, c'est très volatile, très spéculatif et c'est très risqué et très lead mais il y a tout ce second aspect que tu viens aussi d'évoquer, qui compte aussi et qui est peut-être même des fois plus important finalement que le floor price, que le prix de son NFT. C'est ça. Moi, il y a des NFT en fait, oui, ça fait augmenter la valeur de mon portefeuille, mais en vrai, je sais que je vais pas les vendre, donc je m'en fous, tu vois? Et pour moi, on dit souvent qu'en trading ou en crypto-monnaie, il faut avoir un plan à l'avance. C'est le cas aussi pour les NFT. Le plan, ça peut aussi être de pas vendre, hein, c'est après chacun fait son plan comme il veut, mais du coup, on des fois on peut s'en ficher que le truc monte ou descende parce qu'on sait qu'on va s'y retrouver ailleurs, Mm. en avantage IRL comme tu dis avec, des trucs de sport ou peu importe, ou des tokens émis, peu importe, enfin voilà. Il y a plein de façons de faire, mais par contre, voilà, je te redirai si tu veux si j'atteins ces fameux 1 000 000 $. Mais voilà, je trouve que dans la vie, c'est important aussi, d'avoir des gros challenges et moi vu que, bah, c'est les NFT mon truc, bah, je me dis: «Voilà, si un jour j'arrive à ça, c'est Ouais. incroyable quoi», tu vois? Bel objectif et belle ambition. En tout cas, on se ferait un plaisir ben voilà, de suivre les actualités et voilà, et pourquoi pas de te faire revenir encore pour un épisode pour nous raconter un peu tout ça. Deux petites questions. Je vois que le temps passe assez vite. Des questions que j'ai l'habitude de poser. Alors, toi, on va l'axer du coup forcément plus NFT. Est-ce que, comme ça, tu peux nous donner deux, trois collections qui, selon toi, personne n'a de boule de cristal, bien sûr, et c'est pas des conseils d'investissement, mais qui aurait toutes les caractéristiques pour surperformer en 2024 ou sur le prochain bull run qui s'annonce, qui aurait les Ouais, ingrédients pas de voilà, souci. Bah, pour ça. du coup, je vais te donner plutôt sur Ethereum parce que, bah, c'est ma blockchain, de prédilection. Alors le problème, c'est qu'une des 3 a déjà commencé à bien exploser parce que c'est Pudgy Penguins. Mm. Ça fait, franchement, Pudgy Penguins, je crois que j'en parle au moins une fois par semaine depuis, sans déconner, depuis au moins, 6 ou 7 mois. Ça fait vraiment très longtemps que j'en parle et parce qu'en fait, ils ont aussi beaucoup d'actualité. C'est pas que je fais un focus, en plus, je suis même pas holder de cette collection-ci, mais force est de constater, en fait, que c'était une collection à la base, je sais pas si tu connais, Pudgy Penguins, peut-être de nom, non? Oui, alors j'avais regardé rapidement, je sais qu'ils font énormément de choses avec des jouets physiques que tu peux commander Ouais, sur Amazon, avec un jeu qui va sortir, enfin c'est vrai qu'il y voilà. a Bah, en énormément de fait, bruit. Ouais. ouais, en fait, c'est ça. En fait, c'est qu'ils ont réussi à développer en fait ce qu'on appelle l'IP, la propriété intellectuelle de leur collection, de partout, mais y compris dans le Web 2. Ils sont partenaires avec Walmart, qui est genre l'équivalent de Carrefour aux States. Ils sont très forts en fait dans le Web 2. Ils ont genre leur emoji sur différents réseaux.
elles sont plus vues que les emojis de Star Wars, par exemple. Tu vois, Ok. voilà, ils font des partenaires de partout. Et en fait, ce qui est fou, c'est que cette collection-ci, en fait, en gros, c'était une ancienne collection, donc elle était présente en fait au dernier cycle, sauf qu'elle n'a pas vraiment explosé. Et ça, pour moi, c'est une bonne caractéristique d'avoir une collection qui était présente et qui n'a pas encore explosé. En plus, elle a failli crever, elle a été reprise par un mec. Le mec, justement, a réussi à en faire un truc de fou. Donc, en général, un projet NFT qui se relève d'une grosse période de FUD, voire presque de la mort, c'est un très bon signe. Parce que, en fait, quand tu passes par le plus bas, en fait, a priori, c'est que tu peux que t'élever et que si tu arrives encore des couilles, bah, tu pourras t'en sortir. Du Hmm. coup, PUBG, en fait, ils arrivent à avoir la vision sur à la fois le Web 3, à la fois le Web 2. Avec leur IP, comme je disais, il va y avoir aussi un gros métaverse gamifié qui va sortir, qui s'appelle PUBG World. Et par exemple, les gens qui vont acheter en fait des peluches PUBG, genre à Carouf, à Walmart, aux States, ils ont un petit QR code derrière. Et s'ils le passent, bah, en gros, ils pourront aller en fait dans ce métaverse-ci, mais sans vraiment savoir en fait que c'est un métaverse. Ce sera une expérience gamifiée, un truc sympa. Ils ne savent pas forcément que c'est lié à des NFT, tu vois. Du coup, ils sont Génial. très forts en fait dans tout ça. Ils étaient là avant, et du coup, bah, malheureusement, là, du coup, c'est peut-être un peu tard, mais là, ils ont explosé hier à 15 ETH. Tu vois. Ok. Moi, Ouais. quand j'ai commencé à en parler, c'était genre peut-être 2-3 ETH, un truc comme ça, quoi. Et du coup, d'ailleurs, c'est un de mes grands regrets aussi. Et du coup, je pense que ce sera même encore plus au top du boule. Donc ça, c'est dans mon top 3. La seconde collection pour moi, c'est Memland. Je sais pas si tu connais. Non, Mais pas du tout. alors Memland, pour la faire très très courte, en fait, c'est une collection NFT qui appartient à un plus gros groupe qui s'appelle 9gag. En général, Ah les oui. gens connaissent parce que Hmm. bah, en fait, c'est juste une des plus grosses boîtes de mèmes, donc tu sais, d'images drôles virales sur Internet au monde. Donc en fait, ils ont des dizaines de millions de followers de partout, ils sont très viraux de partout. Ils se sont lancés dans le Web3 et en fait, mais alors les gens connaissent pas la moitié de ce qu'ils ont prévu, mais ils ont déjà sorti un token qui s'appelle le Memecoin en plus. Donc Memecoin, déjà ils ont dépensé beaucoup d'argent. D'ailleurs, Memecoin qui a été lancé aussi en partenariat avec Binance, ils sont aussi très proches bien sûr de plein de grosses institutions. Ils n'étaient pas là au dernier cycle, donc du coup, je crois que ça fait, je crois qu'ils ont 2 ans, je crois max. Enfin bref, je sais plus, un ou deux, ouais, ils ont 2 ans. Ok. Donc du coup, si tu veux, ils n'ont pas eu cette explosion en gros parce qu'ils n'étaient pas là au précédent cycle. Donc ça respecte aussi ce que je disais. Ils ont subi malgré tout aussi du FUD. Ils ont plein de choses qui vont arriver, du mécanique de gaming, de stacking, d'un milliard de trucs. Ils ont 2 collections NFT qui ont explosé aussi. Ils surfent aussi sur la hype en fait des collections NFT qui promettent, enfin qui délivrent un token. En l'occurrence, là, les NFT qu'ils ont en fait, ils ont encore du token Memecoin bloqué qui va être release en fait au fur et à mesure. Donc ils ont en plus une valeur intrinsèque liée à ce fameux Memecoin qui va du coup être utilisé aussi dans plein de choses différentes. Et du coup, pour moi, Memecoin, en fait, et en plus, c'est aussi tout ce qui est environnement asiatique. Ils ont toutes les connexions. Donc, pour moi, voilà, ce sera un des paris gagnants. Pour le coup, ça, j'en ai de cette collection Memecoin. Enfin, ils ont 2 collections, ils ont Captains et Potatoes, mais c'est le même groupe, Memecoin. Ok. Pardon, Memeland, y Mhm. arrivé. Et donc, voilà, ça, c'est mon top 2. Et mon top 3, j'en ai aussi. De toute façon, forcément, on parle souvent aussi de là où on est, parce qu'on pense que c'est le bon endroit, là où on est. Après, à tort, à raison, on a tous des biais. Et du coup, la troisième collection, c'est Mocaverse que j'ai Ok. évoqué tout à l'heure, Hmm. et donc la collection NFT images de profil du fonds d'investissement hongkongais, encore une fois l'Asie, Animoca Brands, très axé gaming. Ils ont un portefeuille d'investissement de. Alors je sais plus combien c'est, mais je me demande si c'est pas genre 1 milliard. Enfin, c'est vraiment un des plus gros fonds. Ils sont vraiment énormes. Ils ont des connexions avec tout le monde aussi. Et du coup, c'était à la base, c'était un free mint, ce truc-là. Là, ça vaut du coup 3,8 ETH, je crois, Ah un truc oui. comme ça. Hmm. Et ouais. Et pour moi, c'est encore que le début. Alors, je conseille pas du tout aux gens d'acheter maintenant, parce que c'est compliqué d'acheter quand ça a déjà beaucoup explosé. Mais pour moi, dans mon inconscient, je suis certain que ça va continuer à exploser, si tu veux. Mais c'est moi. Et Ouais. de toute façon, moi, je les vends pas ces NFT. Donc, en fait, qu'ils explosent ou pas, je m'en fous. Mais parce qu'en fait, les avantages qu'ils livrent à côté sont tellement énormes. À titre d'info, au tout début, j'avais juste, je crois, 3 NFT Mocaverse. Et j'ai gagné, je crois, genre plus de 3 ou 4 000 balles. Juste de cadeaux, en fait, qu'ils ont fait, quoi. Donc, c'était même plus que le prix des NFT à l'époque. Donc, Ouais. Ah, c'est c'est fou, impressionnant. quoi. Hmm. Ouais. Ouais, mais ils ont Pour déjà moi, c'est bien cette performé. collection. Ouais. Hmm. Comment? Ils ont déjà super bien performé, du coup, de Ouais, grad free voilà. C'est mint pour ça que c'est à compliqué. truc. Bah, en fait, ouais, en fait, ils ont les défauts de leur qualité. C'est que pour moi, ils respectent du coup, donc ils n'étaient pas là non plus au dernier cycle. Et moi, du coup, je crois beaucoup à un peu cette légende qu'on dit les altcoins vont pas, qui ont déjà eu un ATH, vont peut-être pas le réatteindre. On dit souvent ça en fait pour le côté crypto. Je pense un peu pareil pour le côté NFT. Et j'ai du mal, en plus, vu que c'est très dilué, j'ai du mal en fait à voir d'anciennes collections reperformer encore plus qu'elles ne l'ont fait, alors qu'on était vraiment sur un cycle spécial NFT au dernier cycle et tout, et vraiment les prix étaient démentiels quoi.
Donc Mmh. du coup, je table plutôt sur des collections qui n'ont pas connu ce cycle ou qui n'ont pas performé pendant ce cycle-là, mais qui ont quand même un certain temps d'existence. Donc, à savoir, voilà, au moins 1 an pour Mocaverse, 2 ans Memland, Pudgy un peu plus, et comment dire, et qui me donne un peu toutes les garanties, si je puis dire, même si ça reste très risqué, d'être encore là au prochain bull run. Et pour moi, ces trois-là vont particulièrement exploser. Après, là, on parle de Ethereum, on aurait pu faire plein d'autres blockchains, mais pour moi, c'est ces trois trucs-là qui, sur lesquels je me repose le plus. Et d'ailleurs, mon portefeuille, il y a beaucoup de Mocaverse et il y a aussi beaucoup de Memland, même trop d'ailleurs. Après, chacun son risk management, mais je veux dire, je suis un peu trop surexposé à ces compagnies parce que j'ai un gros biais et que j'y crois très fort. Et je peux me tromper, hein, ça se trouve demain ça vaut zéro, hein, mais je prends le risque, tu vois, parce que j'y crois très fort, quoi. OK, bon, mais super, très beau top 3. Et pour terminer un petit peu sur cet épisode, est-ce que tu peux nous donner peut-être, parce que donc on est pas mal de créateurs de contenu, il y a des traders, il y en a qui sont spécialisés sur certaines niches, et cetera, et qui peut être super important d'avoir leur retour. Est-ce que tu peux nous donner peut-être 2 personnes de l'écosystème que tu as en tête, qui sont sur YouTube ou qui sont peut-être sur X, et que tu aimerais voir sur ce podcast, et tu aurais des questions peut-être à leur poser parce que tu penses qu'ils peuvent apporter beaucoup de choses, que ce soit à ceux qui nous écoutent ou même à nous, par exemple, qui te viendra en tête. Mais du coup, côté NFT ou côté global ou... Côté Web3, donc peut-être oui, ça peut être du NFT, ça peut être aussi peut-être plus ceux qui sont spécialisés en trading. On avait eu par exemple Crypto Kaiba qui était venu il y a quelques temps et qui avait donné un petit peu son expérience, et c'était passionnant parce que c'est vrai que moi je suis plus investisseur que trader, donc voir un peu comment il raisonne, son risk management et tout ça, c'était vraiment passionnant. Mais peut-être que voilà, tu as des personnes que tu vois passer sur X et tout qui font des publications, qui donnent du contenu sur plusieurs des domaines du Web3, et que tu penses serait intéressant ben là, de les faire venir à ta place pour échanger ensemble et avoir un peu leur mindset. Alors, le problème, c'est que je suis beaucoup de comptes anglais, enfin, tu sais, international. Ok. On Euh, pourrait mais essayer, mais ce serait rude, ouais, ouais, non. effectivement. Non, en français, moi, il y a deux comptes que j'aime beaucoup parce que bah, ils me servent dans mes recherches de tous les jours. C'est CryptoGoku, je sais pas si tu connais, Oui, bien sûr, ouais. sur Mm. Twitter, qui fait pas que des NFT, mais il a aussi. En fait, ce que j'aime bien, c'est que moi, je suis un vulgarisateur. Je connais plein de choses, mais qu'en surface. Et du coup, comment dire, je suis aussi attiré par les gens qui font ça, parce qu'en fait, je suis curieux de plein de trucs. Mais des fois, ça me saoule d'aller trop profondément en fait dans un seul domaine. Et du coup, CryptoGoku, par exemple, en fait, c'est plein d'infos en fait tous les jours sur son compte. Et du coup, je pense qu'avoir une vision vraiment très globale, pour moi, en fait, je kiffe et je trouve ça très pertinent que juste d'être dans une niche. Et des fois, en fait, il y a des choses qui impactent ta niche, mais t'es pas forcément au courant parce que t'es trop dedans, en fait. Ouais, T'es t'as pas le enfermé dans ton côté truc. macro Ouais. qui va Du coup, derrière. j'adore ce côté-là, en fait. Du coup, bah, si un jour tu l'as, ça peut être vraiment cool. Et un mec qui fait ça aussi, mais par contre, vraiment côté NFT, ça s'appelle Ruskov. C'est aussi un compte Twitter. Je sais pas si tu connais. Oui, qui est plutôt. Alors, je crois il a fondé ou cofondé peut-être The Diggers DAO, non? Ouais, Euh, exactement. Bah, il a fondé et maintenant, par contre, bah, c'est une sorte de DAO. Donc, d'accord. il est dans l'organisme qui dirige ce truc-là, si tu veux, mais c'est pas lui qui fait tous les trucs. Il est Hmm. un peu en retrait par rapport à ça. Par contre, il a un gros compte Twitter. Et le truc, en fait, c'est que lui aussi s'intéresse à plein d'écosystèmes. Et justement, il est à fond dans tout ce qui est, on va dire, tendance. Ok. C'est-à-dire que bah, déjà, il a aussi l'argent pour le faire, mais du coup, il est dans plein de projets différents. Et en fait, vu qu'il est dans plein de projets différents, il peut aussi voir un petit peu les tendances quand elles se créent. Et il n'hésite pas à aller dedans. Et du coup, il a un retour en fait de gens qui va dedans. Et il partage ça en fait sur Twitter, ce qui est assez rare. Parce que des fois, des gens n'aiment pas trop les gens comment dire, qui disent voilà, moi j'ai investi dans ce projet-là qui est un peu bizarre parce que c'est très early. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire, mais les gens ils veulent les meilleurs projets, les plus safe, tu vois, sans risque, machin, tout ça. Donc bon, c'est des fois un peu risqué de partager des choses comme ça parce que ça reste de même très risqué. Mais Hmm. du coup, il est très général, très généraliste, mais dans le côté NFT. Et du coup, je trouve ça aussi intéressant sa vision parce que, bah, comme je te disais, en fait, moi, je fais des news NFT tous les jours. Et pourtant, il y a plein de choses que je loupe. Et notamment, bah, régulièrement, en fait, sur son compte, je vois des choses, en fait, qui me sont passées complètement à côté, tu vois. Ouais. Donc je me dis que, du coup, voilà, avoir une autre personne très généraliste dans les NFT, j'apprendrai forcément aussi des choses dessus, tu vois. Hmm. Donc voilà, ça peut être quelqu'un d'intéressant aussi
à interviewer. C'est vrai que pour la petite anecdote, donc j'étais à un salon, professionnel, en mi-décembre et c'est en tombant sur un de ces posts pour le Saga, pour le téléphone de Solana, qui m'a fait complètement FOMO et passer commande, en plein milieu d'une conf donc ouais, Ah, je connais bien son compte et c'est vrai que j'aime bien son côté aussi transparent. C'est que voilà, comme tu dis, il donne des moves, parfois un peu risqués, un peu degen, mais il le dit, tout à fait, il prévient, suffisamment à l'avance et il a un peu ce retour de la DAO et de la communauté qui est aussi des gens, de voir si on est sur quelque chose qui est assez intéressant, qui est plein de promesses. Après, bien sûr, faut investir ce que l'on peut et il faut toujours gérer son risque. Mais c'est vrai qu'il donne pas mal de conseils pertinents sur Twitter. Donc, ouais, ça sera cool. Donc, pour ceux qui ouais. nous écoutent encore là sur cet épisode, bien sûr, on partagera l'épisode avec Monsieur Rabbit quand il sera monté et préparé sur YouTube. Et puis, n'hésitez pas à aller taguer donc Ruskov et CryptoGoku pour essayer de les faire venir sur le podcast. Je pense que ça peut être super intéressant. Ben écoute, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. C'était un plaisir de te revoir et d'avoir encore tes conseils pour l'année à venir qui s'annonce super enrichissante et super dynamique sur les marchés. Donc, tous les liens sont en description, chaîne YouTube, compte X. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Comme tu dis, tu fais des points quotidiens sur l'écosystème. Et donc, c'est super intéressant pour voir un peu ce qui se passe et pour aller creuser et acquérir aussi des compétences. Donc, voilà, je peux que recommander tes réseaux. Et voilà, et ben, merci beaucoup. Et puis, on se dit à une prochaine. Merci beaucoup, à tout bientôt. Ciao!